Bonjour, aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir M. William Lambiotte, qui est infirmier psychiatrique, diplômé depuis 1993 au Centre hospitalier Philippe Pinel à Amiens, en France. Il a une licence de psychologie, il est moniteur d'éducation canine diplômé, éducateur canin diplômé et comportementaliste canin diplômé. Il est l'instigateur et le directeur des activités cynothérapeutiques ou médiation animale avec le chien au Centre hospitalier Philippe Pinel d'Amiens. Et ce sont les seules activités du genre en France depuis le 1er mars 2010. Alors, il est aussi, de par ce fait même, le seul fonctionnaire salarié de cynothérapie ou thérapie assistée par le chien en France. Une trentaine de mémoires et de travaux de fin d'études ont été réalisés sur les activités organisées par M. Lambiotte dans ce centre hospitalier psychiatrique. Il a aussi reçu plusieurs prix, les lauriers de la Fondation de France, le trophée 2018 pour la médiation animale de la Fondation Adrienne et Pierre Sommer. Mon chien Fatou, sa chienne Fatou, a reçu l'attribution du prix des chiens héros dans la catégorie du chien d'assistance aux personnes handicapées. Bonjour, Monsieur William Lambiotte. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous accorder une entrevue. Est-ce que j'ai bien prononcé votre nom de famille? Absolument, absolument. Merci à vous. Je m'informe toujours par respect pour la personne interviewée. Alors, d'abord, la première question assez générale. Vous êtes infirmier et aussi éducateur canin. Pouvez-vous nous dire d'où vient votre double intérêt pour la psychiatrie et pour l'éducation canine, la relation avec les chiens? Alors, pour la psychiatrie, c'est le métier que j'aime. Je fais vraiment, j'ai la chance d'avoir choisi mon métier. J'aime ce métier. Je l'ai choisi parce qu'avant d'être travaillé en psychiatrie, j'ai travaillé pour l'ONU et je suis allé dans des endroits, dans des zones de guerre, des endroits assez compliqués où j'ai vu des choses assez terribles. Et j'ai vu plusieurs fois se mettre en place des cellules psychologiques. Et je voyais ces gens-là faire un travail formidable et je me disais, ça sera ça mon travail un jour. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert le domaine psy. Et les chiens, les animaux, c'est ma passion depuis toujours. J'ai jamais pensé que je pourrais pas avoir de chiens autour de moi. J'aime tellement les chiens que j'ai cherché à les connaître mieux. Je suis devenu éducateur canin. J'ai cherché à me perfectionner en devenant comportementaliste canin. J'ai résolu les problèmes de troubles comportementaux de plusieurs centaines de chiens avec plus de 30 ans d'expérience dans l'éducation canine comme en psychiatrie. Et finalement, le mélange des deux, de ramener les chiens en psychiatrie, m'est venu plus par mon expérience de comportementaliste canin. Quand vous êtes un comportementaliste canin, je vais vous faire une petite comparaison que j'aime pas trop parce que c'est un peu anthropomorphique et on sait, vous comme moi, les soucis que ça amène chez la vision anthropomorphique. On va dire que si l'éducateur canin est un peu l'instituteur du chien, alors que le comportementaliste est plutôt son psychologue. Donc, quand vous avez une approche de comportementaliste canin, vous devez avoir une vision systémique. Vous devez voir chaque personne qui constitue l'environnement de ce chien. Et s'ils sont 4, ils vont vous parler de 4 chiens différents. Et donc, je me suis rendu compte, en tant que comportementaliste, quand j'intervenais sur cet environnement, plus le chien allait mieux et plus les gens allaient mieux, comme s'il y avait une espèce de bien-être qui remontait la laisse. Et je m'étais dit, si je mets des chiens bien dans leur tête, bien dans leur poil, équilibrés, puisque moi je sais comment rendre un chien comme ça, et si je mets ces chiens-là avec des gens qui vont pas bien, des gens qui vont pas bien, j'en côtoyais au travail tous les jours, je me dis, est-ce que ce bien-être-là remonterait aussi la laisse à ce moment-là? L'idée de base de cette activité, c'est ça. OK. Et vous avez présenté l'idée d'activités cynothérapeutiques à l'hôpital psychiatrique ou le centre hospitalier Philippe Pinel à Amiens en France. Comment vous êtes parvenu à vendre l'idée ou imposer l'idée? Je vous le demande parce que si d'autres personnes veulent s'essayer au Canada ou ailleurs, votre expérience peut être précieuse. Alors, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu un alignement des planètes qui était quand même pas mal. Donc, c'est déjà,
J'avais un poste de nuit mais tout le monde dans l'hôpital savait que j'avais un poste de nuit parce que j'avais des activités associatives autour du chien. Donc déjà, j'étais repéré dans l'hôpital comme Monsieur Chien. J'ai vu tous les chiens à problème de tous les gens du personnel de l'hôpital. J'ai résolu ces problèmes-là. Donc j'étais encore plus crédible. Ensuite, le projet, j'ai mis 3 ans pour le formaliser. J'ai quand même essayé de tout baliser au niveau hygiène, au niveau finance, à tous les niveaux. Et puis ensuite, quand je vous dis que les planètes sont alignées, le projet, qui était encore au stade de projet, a plu au directeur de l'établissement, qui était un directeur, on va dire, à l'ancienne en France. Les directeurs maintenant sont plus axés sur l'économique. Lui, il était encore axé sur l'humain. Et puis, il a plu au président du comité de lutte contre les infections nosocomiales de l'établissement, donc un peu le gendarme de l'hygiène de l'établissement. Donc déjà, avec le soutien de ces 2 personnes-là, je suis allé présenter dans toutes les instances, qu'elles soient décisionnelles ou consultatives de l'hôpital. J'ai laissé peu de gens indifférents. J'avais des gens totalement pour, j'avais des gens totalement contre, même des gens qui ont aller jusqu'à m'insulter. Mais au moins, il n'y avait pas de tiède, il n'y avait pas de tiède dans l'ambiance. Et puis finalement, le directeur a tranché. Il a dit, on donne 6 mois à Monsieur Lambiotte, revenez nous voir dans 6 mois. Et puis voilà, c'était parti. Très bien. Alors, si on commence par la base, comment choisissez-vous vos chiens partenaires de travail? Alors, je me suis appuyé sur mon projet sur une chienne qui n'est plus là aujourd'hui, qui s'appelait Surya, un berger allemand de travail, qui était juste le chien de ma vie, qui était une chienne merveilleuse, une chienne équilibrée, tellement équilibrée qu'elle en régulait les autres. C'était vraiment une perle. Donc, j'ai vraiment eu la chance d'avoir cette chienne-là dans ma vie. Et je suis pas sûr, mais peut-être que si j'ai pas eu cette chienne-là, peut-être que j'aurais pas osé, ou je me serais pas senti légitime pour me lancer dans cette activité-là. Donc, je me suis appuyé sur elle. Ensuite, je voulais un chien de plus petit format. J'ai hésité un moment entre plusieurs chiens, puis finalement, j'ai pris un petit cavalier King Charles. Je suis tombé amoureux de la race. 6 mois après, j'en prenais un deuxième. Et puis après, l'image un peu d'épinal qu'on a un petit peu presque limite caricaturale du chien de médiation, c'est le Labrador ou le Golden. J'ai la chance de voir, pas très loin de chez moi, un monsieur qui a été plusieurs fois champion de France d'élevage de Golden. Il a une sorte de chiens équilibrés, magnifiques et tout. Donc voilà, je me suis retrouvé avec une équipe un petit peu disparate. Mais aussi le but, c'était aussi de présenter des formats, des couleurs différentes, des textures de poils, des longueurs de poils différentes, des formes de crâne avec soit les chiennes, les oreilles pendantes ou les oreilles montantes. Je voulais vous montrer un petit peu tout ça pour que chaque patient puisse un peu choisir ou voir un petit peu les différents chiens. OK. Et sur quel principe vous choisissez les noms de vos chiens? Alors, je ne sais pas s'il y a ça au Canada, mais en France, les chiens qui ont des origines, qui sont inscrits dans un registre des origines qu'on appelle le LOF, le livre des origines françaises. Et donc, c'est le gros registre de tous les chiens qui sont nés dans un élevage, des chiens de race, et qui est régi par la Société centrale canine. Et donc, chaque année, on doit commencer le nom du chien par une lettre. Donc, cette année, je crois que ce sont les S. Donc, déjà, la première lettre, c'est pas vous qui la choisissez. Et ensuite, je voulais des sonorités différentes pour que les patients qui ont peu accès au langage puissent me dire, je voulais bien sûr qu'on parle du même chien. C'est pour ça que vous avez Evie, Fatou, Luna, Zoé. Donc, même si j'ai des noms faciles à prononcer et qu'on distingue facilement les uns des autres. Et puis voilà, si on me dit où, je comprends que c'est Fatou. S'il a accès qu'à ça comme langage, je ne voulais pas qu'il y ait de quiproquo. Et donc, c'était ça. Et après, il y a un deuxième tiroir dans le nom des chiens qui est plus personnel. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais passionné de musique et c'est des références à des chanteuses ou des musiciennes ou en particulier des gens qui ont tourné un peu dans le delta du Mississippi à la fin du 19e siècle et qui ont sorti des très grands morceaux de blues. Eh bien, c'est bien ça. Donc, ça vous fait plaisir. Et pour les patients, c'est des noms faciles à prononcer. Absolument. Bon. Comment vous éduquez vos chiens? Parce que vous éduquez les chiens avant de les amener travailler avec vous à l'hôpital. Non, mes chiens apprennent tout à l'hôpital. Donc, pour donner un exemple, j'ai été chercher ma dernière chienne le samedi. Le dimanche matin, on était en train de jouer à la balle dans les couloirs de l'hôpital. Tous les apprentissages se font sur place, sans aucun moyen coercitif. Je n'ai ni laisse, ni collier, je n'ai rien du tout. Tous les apprentissages se font en liberté.
Après, c'est très progressif. Hein. Effectivement, mon chiot de 2 mois qui arrive à l'hôpital, il va passer 4 fois 10 minutes éveillé. Je vais profiter pour lui apprendre des petites choses et tout. Ça, parce que je respecte sa vie de chiot, je respecte son cycle naturel, je respecte tout ça, bien évidemment. Mais déjà, il a l'entrain de voir les autres travailler. Et vous savez, vous savez comme moi que l'apprentissage par imitation, c'est l'apprentissage par excellence chez le chien. Oui. Donc, finalement, avec Surya et Evie, qui ont été les 2 premières que j'ai formées, bah, après, les autres n'ont fait que copier. Et après, j'ai aussi utilisé les qualités naturelles ou les prédispositions naturelles de chaque chienne que j'ai développées, chacune développer des activités propres à chacune des chiennes. OK. Alors, combien vous estimez avoir vu de patients en 10 ans de pratique? Eh ben, je viens de faire récemment un bilan de ces 10 ans de pratique, donc je peux vous donner le chiffre exact de 100 patients pris en charge par l'activité thérapeutique. OK. Et je crois qu'ils ont entre 6 et 98 ans. Le plus jeune, 6 ans, et le plus âgé, 98 ans, effectivement. On balaye assez large, oui. Et ils représentent un grand nombre de diagnostics. Alors, selon le CIM-10, la classification internationale des maladies, on présente 114 diagnostics psychiatriques différents. J'aimerais que vous nous donniez un exemple de comment chaque chien, selon ses qualités, intervient avec certains patients. Ma petite chienne Evie, un petit cavalier King Charles Blenheim, qui, je dirais, a une certaine affection pour les schizophrènes. C'est évident. Et après, je ne dirais pas que c'est aussi franc que ça. Je ne dirais pas que j'ai un chien par pathologie. Non, Non, de toute non. façon, en général, les patients choisissent un chien, mais très vite, les séances se font avec tous les chiens. Vous OK. savez, un patient qui a 4 chiens en laisse, on voit qu'il gère ça et tout. Donc, au niveau narcissique, au niveau être vu, c'est hyper important. Donc, c'est bien de promener un chien, mais c'est tellement plus valorisant d'en promener 4. Encore, les patients reçoivent des prescriptions des médecins d'établissement, si j'ai bien compris. Voilà, il y a déjà eu 68 psychiatres prescripteurs d'activités thérapeutique. Il y a aussi une signature, un petit document interne, qui est l'accord du patient pour participer à ce genre d'activité, ou l'accord des parents quand les patients sont des mineurs. Et après, il y a une petite brochure interne dans l'établissement qui explique vraiment ce qui est fait. Et puis après, donc, le psychiatre, le psychologue de l'unité, l'équipe soignante, même les travailleurs sociaux, tout le monde se réunit. J'y suis parfois convié, parfois non. Et on définit des objectifs, parce que la prescription médicale se présente finalement sous la forme de cases à cocher. Donc, il y a OK. des objectifs. C'est que quand j'ai créé le projet, je ne voulais pas embarrasser le prescripteur. Donc, je me suis dit, on va cocher des cases, et puis je laisserai une petite ligne en dessous, autre, qu'on remplira, qui au début n'était jamais remplie, et qu'aujourd'hui est non seulement remplie, mais est de plus en plus exigeante. OK. Alors, je crois que les cases, c'est par exemple communication, Oui. socialisation, Oui. stimulation sensorielle, motricité, éducatif, soutien affectif. C'est à peu près ça les cases que les prescripteurs vont cocher selon les besoins du patient. Il est dur de saucissonner quelqu'un et de dire je vais travailler sur l'affectif. Et je vous dis, l'idée, c'était vraiment de simplifier pour le prescripteur. Oui. Après, moi, j'ai une prise en charge globale du patient. Par contre, ce que je fais, donc je fais une prise en charge au moment donné. J'ai des patients qui, à un moment, vont être très bien. Donc, je vais mettre la barre très haut, je vais avoir certaines exigences. Et la semaine d'après, peut-être que la dépression est plus présente, peut-être que les productions délirantes sont plus présentes, peut-être tout simplement qu'il est enrhumé. Et puis donc, hop, j'ai la chance de faire des prises en charge individuelles, donc je m'adapte vraiment à la personne au moment donné. OK. Mais est-ce qu'il y a certains besoins plus importants chez un patient que chez un autre? Donc, vous allez peut-être concentrer votre activité plus sur une dimension que sur une autre, selon les besoins du patient. Effectivement, effectivement. Mais moi, je crois que la dimension la plus principale qui sous-tend toutes les autres, c'est l'affectif. C'est le soutien affectif. C'est, voilà. Après, le reste, il y a, pour les personnes plus âgées, il y a Jacques le chien, c'est quand même un solide antidote à l'inhibition motrice. Donc, on peut mettre aussi la motricité, aussi comme quelque chose d'important. Mais après, je vous dis, la communication, la socialisation, du verbal, du non-verbal, tout ça se mélange allègrement. Et puis après, moi, je vais appuyer sur les bonnes touches pour faire que ces gens-là aillent mieux par le biais du chien. Et quand l'intervention est terminée, est-ce que vous rédigez un rapport?
chaque séance, j'aurais dit une observation de chaque séance qui rentrait dans le dossier patient, qui est informatisé, elle est dans l'établissement. Et donc, chaque séance, immédiatement après la séance, chacun de mes collègues, chacun de tous les soignants, tout le personnel de l'hôpital personnel soignant en tout cas, peut voir ce qui s'est passé pendant la séance. Et voilà. Et puis, on peut de cette façon réajuster les objectifs. Et de toute façon, je vais chercher les patients et je les ramène dans les unités. Donc, j'échange aussi oralement avec les équipes. Disposez d'un local dans l'hôpital où vous faites vos interventions. Donc, tout à fait attitré à la cynothérapie, avec une pièce de repos, des paniers, la gamelle, les pièces d'activité, mon bureau. Enfin, oui, on a la chance d'avoir des locaux spécifiques qui ne sont utilisés que. Et vous faites des interventions collectives et individuelles? Oui, alors je fais essentiellement des prises en charge individuelles. J'ai 2 prises en charge collectives. Donc, chez les personnes âgées, ce que nous on appelle en psychiatrie, pour les personnes âgées, la psychogériatrie. Et donc, j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup d'émulation, que chacun cherchait à dépasser un peu l'autre et tout, mais plutôt sainement. Et donc, c'est pour ça que je fais des mouvements de groupe, je fais des déplacements en groupe, et des gens qui sont des fois, comme me disent mes collègues dans cette unité, un peu éteints, le fait de prendre un chien en laisse, d'un seul coup, ils vont se remettre à marcher normalement, ils vont échanger avec les autres qui ignorent toute la journée. Et puis, oui, là, c'est une espèce de mouvement de groupe qui tire tout le monde vers le haut. Donc, je fais ça en collectif et je fais aussi un groupe de parole. Alors, un groupe de parole qui est ouvert, la porte est ouverte, la parole est ouverte. Il n'y a pas de tabou. Chacun, après, s'il y a parfois certains petits débordements de choses trop intimes ou de choses, généralement, c'est quand ça relève de la sexualité, où je reprends un peu le patient en individuel. Mais généralement, tout le monde peut venir et tout le monde peut s'exprimer. Après, je ne vous cache pas que les principaux sujets de conversation sont souvent les actualités récentes, quoi. On peut nous rapporter certains des cas ou des patients, j'aime pas le mot cas, là, mais des patients dont, pour vous, ça a été exceptionnel ce qui s'est passé, les cas les plus marquants pour vous. Ben, on parlait tout à l'heure de la vidéo d'un monsieur qui s'appelle Stéphane. Donc, c'est un monsieur qui est constamment assailli par des productions délirantes, mais constamment, je n'ai jamais vu autre que délirant. C'est un monsieur qui a eu une adolescence, une vie de jeune adulte normale, qui est ensuite allé à Sarajevo avec l'ONU, et là-bas, la psychose a explosé. Donc, il est revenu en France. Est-ce que vous pensez que la psychose pouvait être antérieure à Sarajevo, mais ça a déclenché? La psychose était là, mais là-bas, ça l'a déclenché. Ça vraiment, La truc psychotique est tellement intense, tellement profonde, oui, c'était là. Et je parlais trivialement, mais j'ai 30 ans de psychiatrie, je pense que c'est un des 5 plus grands fous que j'ai vus de ma vie. Donc, ce monsieur a déclenché sa psychose, et c'est une psychose à la fois persécutée, il est persécuté, donc une psychose paranoïde, mais aussi il évolue sur un mode déficitaire, ce qu'on appelle ébéphrénique dans le jargon psychiatrique. Donc, quand moi, on m'a demandé de prendre ce monsieur en charge. Moi, pour les gens qui connaissent moins le vocabulaire, c'est quoi un mode déficitaire? Il va perdre des acquis. Il va perdre ses acquis. Il régresse, autrement dit. OK. Comment? Il régresse. Il régresse, mais il régresse. OK. Et donc, moi, quand on m'a demandé de prendre ce monsieur en charge, il vivait nu dans une pièce, il ne pouvait rien mettre parce qu'il mangeait tout. Un seau d'aisance, un seau de fer-pied, cassait les morceaux, il les mangeait. Il n'avait rien, il n'avait aucun espoir de vie, il était délirant, aucun traitement n'avait marché. Et pourquoi il mangeait tout? Avez-vous une idée de sa pensée? Renforcer son corps. L'idée, c'était de renforcer son corps. Et donc, tout ce qui était métallique, il avait attrapé des fourchettes pliées, il avait avalé tout ce qu'il pouvait. Il était, voilà. Il le sortait, on l'attachait, on le nourrissait. Une fois tous les 15 jours, on lui rasait la tête. Il fallait 4-5 personnes autour pour le moment de sa toilette. Il était d'une très grande violence. Il a cassé des bras, des nez à plusieurs soignants. Et donc, la psychiatre m'a proposé de le prendre en charge. J'ai été voir ce monsieur avec ma petite chienne Evie. Je lui ai présenté Evie. Le courant a passé, mais spontanément. Je lui ai demandé si ça l'intéressait de venir voir les locaux dans lesquels on était.
Et donc, il est venu dans les locaux, il a accepté de porter un pyjama et des chaussons, sans chercher à bouffer les pressions métalliques, j'avais eu trop, c'était ça. Et donc, il a dessiné un petit lapin, il a marqué pour Evie, Stéphane. Et donc, on l'a accroché dans la pièce. Et je lui ai demandé, est-ce qu'il a accepté que je le prenne en photo avec Evie? Il a accepté. Et donc, je suis allé le rechercher deux jours après, et on a mis dans sa chambre un petit photo, feuille de papier, j'ai marqué pour Stéphane, Evie. Je m'étais dit, s'il mange une feuille de papier, un petit morceau de scotch, par rapport à ce qu'il a déjà avalé, Oui. ce monsieur-là, il y a donc maintenant 10 ans, hein, je prends en charge à raison de 2 séances par semaine. Aujourd'hui, il sort dans le service, il a ses vêtements, il a sa montre, il a ses lunettes, il a toujours un petit sac qu'il porte avec des magazines de chiens, des photos des chiens. Voilà, mon cadre de santé, dans la hiérarchie de l'hôpital, les infirmiers, on a un cadre de santé. Mon cadre de santé m'a dit à 2 reprises, la cynothérapie lui a sauvé la vie. Oui. Et pourquoi vous êtes allé le voir la première fois avec Evie? Est-ce qu'il y avait une raison derrière le choix d'Evie? Il fallait rentrer dans sa chambre où il pouvait être très violent et ça me paraissait plus facile d'avoir le petit chien dans mes bras, je pense, et me barrer. Pareil qu'avec un gros chien. Voilà. Alors que ce monsieur-là, je vous dis, par exemple, 2 séances par semaine depuis 10 ans, je n'ai jamais vu la moindre soupçon de violence, ni vis-à-vis de moi, ni vis-à-vis des chiennes. Est-ce qu'ils ont pu diminuer sa médication ou la médication est demeurée la même, mais avec la cynothérapie, il a un fonctionnement plus satisfaisant pour lui-même et plus normal? Absolument, absolument. En psychiatrie, on a les traitements instaurés, que le traitement si besoin, ce qu'on appelle le traitement si besoin, c'est-à-dire si le besoin, parce que si le patient va moins bien et tout. Et plusieurs fois, le pharmacien de l'établissement et un des psychiatres qui était mon responsable avaient remarqué que ces traitements si besoin n'étaient plus pris. OK. Donc, ils ont diminué la médication. Donc, ils ont diminué la médication, effectivement. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de Cyril? Oui. Un jeune Alors, autiste, je crois. c'est pareil, c'est un monsieur mais qui était dévoré par l'angoisse, qui était une forme d'autisme plus que paralysante. Il en perdait ses cheveux, il devenait diaphane, il avait la peau qui devenait diaphane, il était rongé par l'angoisse, on est rongé par l'angoisse. Et donc, lui, ça n'a pas été aussi spontané. Il a fallu du temps, il a fallu intégrer des choses. C'est pareil, il était un jeune homme très violent. Et je me souviens d'une fois où je savais que dans le service, c'était un peu tendu parce qu'il a tendance à interpréter beaucoup ce qui se dit à la télévision, voilà, de se sentir concerné par tout ça. Et ça majore encore son angoisse, c'est possible. Et donc, ce jeune patient, donc, quand la soupape explosée, fallait qu'il frappe quelqu'un, fallait que ça sorte. Et on était tous les deux en train de brosser la chienne, vraiment côte à côte. Et il me dit, j'ai envie de t'en coller une. Mais je dis, mais c'est super. Et il me regarde comme si c'était moi qui allais pas bien. D'habitude, tu me l'aurais pas dit, il y a longtemps que je l'aurais pris. Et effectivement, ça, je me souviens de ça quand je lui dis, mais c'est super. Il me regarde, il me dit, c'est lui qui va pas bien. Il a pu le dire. Il l'a dit avant de le faire. Il a pu le verbaliser, il l'a pas fait. Et ce jeune homme, maintenant, est parti dans un institut spécialisé en Belgique et je reçois 3, 4 courriers par an, des photos, il évolue. Okay. Il est méconnaissable. Et bon, là, on a eu le cas de deux hommes, deux jeunes hommes. Si on parlait de Priscilla, on va avoir au moins un cas féminin. Priscilla. Alors, Priscilla, c'est pareil. Elle est partie aussi dans une institution également. Elle, par contre, on n'a eu aucune nouvelle. Donc, mais avec Priscilla, on ne s'inquiète pas. C'est que pas de nouvelles. Bonne nouvelle, c'est que tout va bien pour elle. Elle est partie où maintenant? Elle est rendue où, Priscilla? Dans une institution spécialisée en Belgique. Ah, OK. Donc, une institution spécialisée qui n'est pas un hôpital psychiatrique. Non, la Belgique a beaucoup, beaucoup de moyens pour la maladie mentale et le handicap mental par rapport à la France. Beaucoup, beaucoup de moyens financiers et beaucoup de moyens aussi de formation. Ouais, donc, elle est dans un cadre moins rigoureux, moins traitant, puis, si je peux dire. En même temps, c'est une jeune fille qui est partie, elle avait, je crois, 21, 22 ans, qui était suivie en psychiatrie depuis l'âge de 3-4 ans. Hein, OK. 3-4 ans parce qu'elle souffrait de, je crois, de psychose infantile. Psychose infantile, des tendances à l'automutilation, voilà. Et donc, c'est là où je veux revenir avec Priscilla. Donc, moi, on m'avait demandé de la prendre en charge pour chose, parce qu'elle a tendance à manger énormément. Donc, essayer de calmer un peu ça.
Et donc, effectivement, on se faisait des pique-niques, des repas avec les chiens. Et à partir du moment où elle a un chien à surveiller pendant qu'elle mange, eh ben, l'intérêt de l'assiette est beaucoup moins important. Et donc, moi, par mon regard lors de pique-nique, j'arrive à faire partir les chiens, s'éloigner, revenir et tout. Donc, ben, finalement, elle est jamais détendue. Et donc, je lui ai donné, essayé de lui faire avoir une relation un peu plus normale à l'alimentation. Et il y a aussi ces automutilations. Donc, elles sont automutilées avec des morceaux de verre sur les mains, en particulier ou les avant-bras. Et ça, moi, je lui ai expliqué une fois. Et ça, c'est une fois suffit, c'est ça qui a été assez surprenant. C'est qu'un chien ne se faisait pas mal. Un chien se mord pas. Je lui ai dit, on peut s'énerver, on peut être en colère, mais il faut que ça sorte de l'extérieur, ça sort pas sur soi. Et je lui dis, et je me rappelle, c'était Zoé, ma golden, qui était grand amour. J'ai dit, imagine que Zoé, elle se mordrait, elle se ferait mal elle-même. Et c'est disparu. Le chien est devenu un peu le miroir du Absolument. comportement qu'on veut faire. Mais j'utilise beaucoup le chien pour faire des liens avec tout. Donc là, en l'occurrence, les automutilations, mais je vous dis avec l'alimentation, avec la vie, la mort, avec la sexualité. On peut faire le parallèle avec presque tous les épisodes de la vie de l'humain et transposer sur le chien. Et ça permet d'en parler plus librement. Voilà, c'est pas affronter, aborder directement un sujet sensible, comme par exemple manger ou se mutiler avec la personne, mais dire, pourquoi tu fais ça? Non, ça passe par le chien, donc c'est beaucoup moins dur à recevoir. On plane dans son rôle de médiateur. Voilà. Et est-ce qu'il y a eu des événements ou des réactions qui vous ont vraiment surpris? Quelque chose, c'est pas ce que vous attendiez pas du tout. Et vous êtes dit, ah! Ben, vraiment, non. Franchement, non. Je pense que, ben, je vous disais, j'ai 30 ans d'expérience en psychiatrie, 30 ans d'expérience dans le chien. Et je pense que j'ai tellement balisé le truc. Après, évidemment, des fois, on sort un peu de la piste. C'est très, très rare. Après, par contre, j'ai une petite anecdote qui m'avait bien amusé. C'est que Stéphane, quand les gens qui sont placés en psychiatrie il y a plusieurs modes de placement et il y a des placements dont le patient ne décide pas. Un déplacement sous contrainte, on appelle ça. Et donc, ces gens-là voient le juge des libertés, soit physiquement, soit par visioconférence. Et Stéphane, on avait très peur que c'est la première fois qu'il y a la visioconférence, que la télé ne lui mette à pas lui parler. On avait peur qu'il interprète ça très mal et tout. Et donc, son psychiatre le reçoit et lui dit voilà, vous allez passer devant le juge des libertés, il lui explique un peu. Est-ce qu'il lui demande quel soignant en qui vous avez le plus confiance, vous voudriez qu'il vous accompagne? Et lui a répondu Evie. Et ça, j'ai trouvé ça formidable. Depuis plusieurs années, ou quelques années, une dizaine d'années, il se fait beaucoup de recherches en médiation animale. On essaye d'expliquer le pourquoi du comment. Et je suis certaine que c'est très important. Mais croyez-vous, vous, selon votre expérience professionnelle qui est très longue et très riche, qu'on va pouvoir expliquer de manière scientifiquement satisfaisante les effets de la cynothérapie ou de la médiation animale? Selon votre expérience, votre conviction à vous, là. Moi, ma conviction, déjà, je n'ai pas envie qu'on sache. C'est pas de savoir. Mais croyez-vous qu'on puisse là? Évidemment qu'il va y avoir des gens qui vont s'attacher à ça, puis à nous prouver que c'est tel machin qui déclenche tel bidule et tel truc scientifique à rallonge. Mais moi, je pense que la relation avec le chien, ça fait 15 000 ans que le chien est domestiqué, ça fait qu'il est inscrit en nous, il est dans nos gènes. Un peu comme la fascination qu'on a pour le feu, ça fait partie de nous. Après, le cheval, le chat, ça fait partie de notre patrimoine culturel, c'est inscrit en nous. Je pense qu'il y a quelque chose à gratter de ce côté-là. Mais après, est-ce qu'il faut tout mettre en équation et puis prouver scientifiquement? J'en suis pas convaincu. Alors, sur ces sages paroles, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue.